j'avais prévu de regarder un peu une question plus concrètement, par exemple, est-ce que la Russie est impérialiste? Parce que ça, si on parle des BRICS, c'est une question qui est assez essentielle. C'est est-ce que la Russie est impérialiste? Est-ce que la Chine est impérialiste? Parce que c'est vraiment deux pays qui sont leaders dans les BRICS et qui en plus d'être leaders, ont trouvé les moyens de s'associer alors que pendant des décennies, c'était des pays qui, malgré le fait que c'était évident qu'ils avaient des intérêts communs, n'étaient pas associés et se déclaraient comme ennemis. Aujourd'hui, ils ont eu l'intelligence, parce qu'ils ont des dirigeants aussi de très haute volée, Xi Jinping et Poutine sont vraiment des grands stratèges et des grands dirigeants, à mon avis, et ils ont compris qu'il y avait un intérêt à s'allier. Et donc, ça vaut la peine de se demander, par exemple, si la Russie est impérialiste. Et là, j'ai repris un peu les critères pour qu'on voit à quoi on a affaire. Peut-être avant que tu continues, donc quand tu dis des grands dirigeants, c'est pas un jugement de valeur, d'accord? C'est pas qu'ils sont non, gentils. je les connais pas. C'est pas qu'ils sont gentils, enfin, c'est qu'ils développent une vision pour leur pays. Ils développent une vision pour leur pays. Et alors, si on parle de Poutine, par exemple, typiquement, c'est pas la bourgeoisie comprador, Poutine. C'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait développer les forces productives de son pays. Il a été dans ça beaucoup aidé par les États-Unis, au final, parce que les sanctions qui ont été imposées à la Russie ont obligé Poutine à se dire, ok, ben maintenant, vu que je peux pas importer. C'est ça qui est intéressant, hein, c'est que, pour revenir sur la question d'impérialisme, les États-Unis veulent des frontières ouvertes partout. Par contre, eux, ils pratiquent le protectionnisme de manière très importante. Mais là où ils sont quand même assez stupides, parce qu'ils ont vraiment du mal à se projeter dans l'avenir, les États-Unis, c'est assez impressionnant, et ça va signer leur perte, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que les sanctions qu'ils ont imposées à la Russie depuis 2014, en fait, ça a consisté à imposer à la Russie le protectionnisme. Et ça a permis à la Russie de se développer. En fait, qu'ils le veuillent ou non, les dirigeants russes ont été obligés, même s'ils avaient voulu être comme Prador, ils ne peuvent pas l'être. Ils ont été obligés de développer leurs forces productives parce qu'ils pouvaient tout simplement plus importer beaucoup de choses. Et donc, ça c'est une dimension intéressante. Dans le développement du pays, on a évidemment oublié l'autonomie alimentaire, qui est essentielle. Ouais. Donc, on peut être le pire dictateur du monde. La principale chose à éviter, c'est que ton peuple ait faim, parce que sinon il va se révolter. Ouais. Alors là où ils sont vachement aidés quand même les Russes par rapport à Cuba, ils ont des sanctions incroyables aussi, mais Cuba c'est une île, alors elle n'est pas si petite, ça fait la taille de l'Angleterre, mais comparé à la Russie, si on prend aussi l'Iran qui a des sanctions terribles, l'Iran ça fait 4 fois la France, c'est très très grand l'Iran, et la Russie aussi, et du coup c'est des pays qui, et l'Iran comme la Russie ont des ressources naturelles très importantes, le pétrole c'est important pour l'Iran. Et donc la Russie a des ressources qui l'ont permis de capitaliser en fait sur ce qu'ils avaient pour pouvoir se développer. Mais pour autant, moi je soutiens que la Russie n'est pas un impérialisme et pour un certain nombre de critères. Tu prends un des critères les plus importants, c'est est-ce que la Russie a des multinationales qui viennent, qui s'épandent partout et qui contrôlent d'autres pays, parce que c'est ça que font les multinationales au final, elles ont ce pouvoir-là. Et alors si tu prends les 10 plus grandes sociétés multinationales, eh bien tu en as 5 qui sont états-uniennes et 5 qui sont chinoises. La première multinationale russe, elle est à la 43e place et c'est Gazprom. Et si tu prends le top 100 des multinationales, tu en as simplement 4 qui sont russes. Et si tu prends le top 500 des multinationales, tu en as simplement 6 qui sont russes. Donc à ce niveau-là, la Russie, elle n'est pas dans ce rapport de force avec les autres pays. Si tu prends un autre critère qui est quel est le type d'exportation de la Russie, eh bien la Russie, plus de 80% de ce qu'elle exporte, c'est des matières premières. Et 58% de ce qu'elle exporte, c'est de l'énergie, c'est du gaz et du pétrole. Si tu regardes par exemple le capital financier et bancaire, eh bien la Russie aussi est nulle part en fait. Parmi les 10 premières banques, tu en as 5 qui sont chinoises au monde, et parmi les 40 premières banques, tu en as 6 qui sont états-uniennes. Donc la Chine occupe une place vraiment primordiale. Et on va revenir sur la Chine, parce que là on pourrait penser que la Chine est un impérialisme quand je l'écris, mais on va revenir sur la Chine tout à l'heure. Et donc si tu prends les 100 premières sociétés, et il n'y a pas une banque russe qui soit importante sur la scène internationale, vraiment. Ils sont nulle part. La première banque russe, elle est à la 66e place et ça reste une petite banque par rapport aux autres.
Et si tu regardes les sociétés qui investissent à l'étranger, parmi les 100 premières sociétés, tu en as 20 qui sont états-uniennes. Et là, tu vas retrouver le beau tableau de la colonisation. Donc parmi les 100 entreprises qui investissent à l'étranger, tu en as 20 des États-Unis, tu en as 14 de britanniques, tu en as 12 françaises, 11 allemandes, 11 japonaises, 5 suisses et 5 chinoises. Et le 5 chinoise, ça va nous indiquer aussi pourquoi est-ce que la Chine est quand même un profil différent. C'est un énorme exportateur, la Chine, mais on voit que ce n'est pas un grand investisseur, mais on reviendra dessus. Et donc, ça, c'est des critères qui sont vraiment importants pour comprendre que la Russie, elle est puissante, parce qu'elle a beaucoup de matières premières, mais elle n'est pas puissante au sens où elle va s'imposer sur les marchés des autres et par la même occasion exiger des autres qu'ils achètent en rouble, par exemple. Il n'y a jamais eu la Russie qui dit maintenant c'est avec le rouble et on va vous faire des prêts en rouble. Juste pour terminer sur la question de l'impérialisme, parce qu'il y a quand même une dimension qui reste importante, et on la voit avec l'Ukraine, de l'impérialisme, qui est la dimension militaire et qu'on reproche beaucoup à la Russie précisément. Alors, on ne va pas refaire le conflit entre l'Ukraine et la Russie. De toute façon, je pense que parmi tes auditeurs, tu en as quand même une bonne partie qui est un peu sceptique par rapport à ce qu'on raconte dans les médias, mais plus globalement. Les autres commencent à comprendre aussi, de toute façon. Oui, de toute façon. Qu'on leur a un peu menti depuis 2 ans. Qu'on s'est un peu foutu de la gueule du monde. Et donc si tu regardes les interventions, donc la Russie est un pays militairement puissant, ça c'est indéniable. Mais en même temps, pourquoi elle est puissante? Parce qu'elle est entourée de bases militaires états-uniennes. Je veux dire, elle est puissante parce qu'elle n'a pas le choix. Si elle n'est pas puissante, elle se fait écraser militairement directement. Parce que les États-Unis arrivent l'impérialisme états-unien arrive par tout un tas de mécanismes qui sont surtout des prêts et le fonctionnement de leurs multinationales, etc., à s'imposer dans les autres pays. Mais quand ça marche pas, ils font des coups d'État, ils font des révolutions de couleur, ils font des changements de régime, ils appellent à la démocratie, comme ils disent, et tout ça suppose quand même un appui militaire en amont. Et donc la Russie, elle est encadrée, entourée de bases militaires états-uniennes, et donc la Russie a besoin d'être forte militairement. Donc elle est effectivement extrêmement puissante militairement et a des technologies que n'ont pas les États-Unis, comme par exemple les missiles Kinjal, qui sont des missiles hypersoniques et qui font très peur en fait aux États-Unis. Et donc par contre, la Russie n'utilise pas cette force militaire, cette puissance militaire pour faire ce que font les États-Unis. C'est-à-dire qu'effectivement, il arrive que la Russie intervienne dans d'autres pays, la Syrie, la Géorgie, la Yougoslavie, l'Ukraine. Mais ce qu'on constate à chaque fois, c'est que les interventions militaires de la Russie ne résultent pas en la Russie s'empare des ressources du pays. Typiquement, si on prend l'Ukraine, ce qu'on a vu, c'est un référendum avec l'intégration des régions dans lesquelles est présente la Russie, qui sont intégrées à la Fédération de Russie. Dans ces régions-là, les gens obtiennent des droits. Ils n'avaient plus, par exemple, les personnes âgées n'avaient plus reçu de pension de retraite depuis 2014. Et bien maintenant, ils reçoivent leur pension de retraite. On a reconstruit ce qui avait été détruit. On reconstruit les écoles. On redonne aux gens la capacité de parler dans leur langue. Donc l'intervention de la Russie en Ukraine ne résout pas on épuise les ressources de l'Ukraine, mais plutôt on reconstruit l'Ukraine avec les Ukrainiens et on leur donne des droits et on leur donne accès à la sécurité sociale, etc. Donc si on voit le cas de la Syrie, c'est pareil. Dans le cas de la Syrie, c'est pas la Russie qui est en train de pomper les puits de pétrole de la Syrie. Finalement, c'est les États-Unis là où ils sont encore présents. En Géorgie, c'est pareil. Et on a vu ça aussi au Kazakhstan, où il y a eu une intervention demandée par le président pour l'aider, parce qu'il y avait une révolution de couleur qui était en cours. C'était en 2021, juste avant l'intervention en Ukraine. Et la Russie est intervenue. Et puis ils sont partis directement. Dès que Tokayev a dit, le président, je ne sais plus si c'est Tokayev, a dit maintenant c'est fini, la Russie a dit ok, on part. Et ils sont rentrés. Il faut voir au Mali, quand les Maliens ont dit aux Français maintenant on veut plus de vous, c'est pas ils ont fait leurs valises et ils sont partis. Là, ça a été un rapport de force terrible. Donc ça c'est une chose.
Ensuite, si tu vois les bases militaires, effectivement, la Russie a 15 bases militaires à l'étranger. La Chine en a une dans la mer Rouge. La Russie en a 15. Mais sur ces 15, tu en as juste 2 qui ne sont pas dans les anciens pays de l'Union soviétique. Parce qu'en fait, il y a un accord, une sorte d'alliance avec les anciens pays de l'Union soviétique, comme par exemple avec le Kazakhstan, d'aide militaire commune. Et donc, les 2 qui ne sont pas dans l'ancienne Union soviétique, c'est au Vietnam et en Syrie. En Syrie, parce que justement, Bachar al-Assad a demandé de l'aide à Poutine, et au Vietnam, parce que historiquement, les 2 pays ont des relations depuis longtemps. Donc, et puis, 15 bases pour la Russie, 800 bases pour les États-Unis. Hein, donc, Tu as fini pour la Russie ou... J'ai fini pour la Russie. On peut peut-être un peu s'attarder sur le cœur des BRICS, qui est quand même c'est le gros moteur économique et financier, c'est la Chine. Oui. Tu t'es déjà rendu là-bas, donc est-ce que tu connais un peu le système? Oui, j'ai été, je crois, 7 ou 8 fois en Chine. Et là, juste pour revenir, la connecter à la question du Moyen-Orient, c'est pas juste un moteur financier économique. La Chine, c'est vraiment aussi un moteur diplomatique et un pôle dans les relations internationales qui devient de plus en plus important, quoi. Et on voit dans le Moyen-Orient à quel point dès que la question va sortir de juste la question palestinienne, on va voir que la Chine va devenir un acteur central dedans. Donc c'est vraiment important quand on discute de la construction du monde multipolaire de ne pas se tromper sur ce que c'est la Chine, parce que quand on voit la Chine, et surtout dans les médias, on nous présente la Chine soit comme un pays ultra-capitaliste, le plus avancé du capitalisme, soit comme une dictature qui oppresse sa population, qui la fait travailler comme des chiens, etc. etc. Et c'est vrai que tu as des rapports de production capitaliste en Chine, c'est clair, il y a des milliardaires et des très grands milliardaires en Chine, et dont certains même appartiennent au Parti communiste. C'est la spécificité de la Chine, c'est que c'est un pays qui vit avec ses contradictions, et l'économie chinoise, elle est entièrement plongée dans la mondialisation. Donc on pourrait se dire, ah bah oui, il n'y a pas à réfléchir, c'est du capitalisme et à visée impérialiste. Mais quand on regarde les chiffres, ça colle pas. Donc par exemple, la Chine a dépassé les États-Unis en espérance de vie en 2021. C'est pas en exploitant sa population H24 qu'on peut augmenter comme ça l'espérance de vie. Ils ont aussi, par exemple, réduit le taux de pauvreté à des taux semblables aux pays européens. Donc, ouais. Il faut savoir que la Chine, la Chine a fait une révolution en 1949. La Chine, c'était un pays de crève-la-faim en 1949. C'était vraiment un des pays les plus pauvres du monde. C'était dans le top 3 des quoi? Comme l'Inde. Comme l'Inde, oui. C'était plus pauvre que n'importe quel pays africain. Enfin, c'était un niveau de pauvreté hallucinant. Moi, j'y suis allée 7 ou 8 fois, non, ou plus, je sais plus, entre 1984, 85 et jusque... La dernière fois que j'y suis allée, c'était juste après le SRAS, donc c'était une période un peu particulière. Et je suis passée j'ai vu une Chine... SRAS, c'était en 2002, c'est ça? Moi, j'y suis allée, je crois, en 2004. Et je suis passée d'une Chine... complètement, en train de se développer en fait, mais c'était encore tout le monde à vélo, une Chine qui restait très pauvre, mais qui était en train de se développer. Et puis là maintenant, j'ai vu qu'à Guangzhou, ils sont en train d'homologuer des taxis volants, tu vois. Ah ouais. C'est à ce niveau-là, donc on passe d'une Chine de crève-la-faim au taxi volant en l'espace de 70 ans, quoi. Et en fait, on a tendance, ce qu'on dit sur la Chine, c'est qu'en fait la Chine s'est développée à partir du moment où elle est rentrée dans l'OMC, dans l'Organisation mondiale du commerce. Et on dit, ah ben voilà, c'est quand elle est devenue capitaliste et qu'ils se sont mis à exploiter leur population, etc. En fait, ce qui est intéressant, et c'est ce que montrent les économistes sérieux, c'est que si tu prends le taux de croissance de la Chine, par exemple du PIB, eh bien la Chine connaît des taux de croissance importants depuis 1950 en fait, enfin depuis le moment où ils font les statistiques. Entre 1950 et l'entrée dans l'OMC de la Chine, tu as des taux de croissance de l'ordre de 6%. Je veux dire, aujourd'hui en Europe, quand on a 0,1%, on est content parce qu'on n'est pas en récession, tu vois. Donc 6% pendant toute la période Mao de taux de croissance, donc dans la période radicalement communiste, quoi. Après, effectivement, ils rentrent dans... Donc il y a le PIB, et puis il y a surtout l'éradication de l'analphabétisme. Voilà.
Et puis voilà. L'augmentation de l'espérance de vie, et alors la construction du... C'est aussi pour ça, par exemple, que les Chinois, pendant tout un temps, c'était des producteurs de petites merdes, tu sais, consommables, mais parce qu'en fait, ce que les Chinois, ils avaient besoin, c'était que tout le monde puisse avoir une maison avec... Enfin, on partait d'un stade où les Chinois n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Et alors, ils ont dû construire toute leur industrie. Alors là, pour le coup, dans la série souveraineté et construire les forces productives du pays, les Chinois sont les rois. Donc, ils ont dû faire venir les gens en ville. Enfin, ça a été un projet énorme. Et donc, ils ont dû aussi offrir des logements aux gens. Et donc, que dans les logements, ils puissent avoir des cuisinières, des placards, enfin des choses. Donc, du coup, ils se sont mis à produire dans tous les sens, mais pour leur propre population dans un premier temps. Et du coup, c'était vraiment du jetable au début parce que c'est ça qu'ils savaient faire et c'est ça qu'ils avaient besoin et c'était urgent, quoi. Et du coup, ils sont passés d'un taux de croissance de 6% à un taux de croissance de 9% quand ils sont passés dans une phase rentrée dans l'OMC, etc. Mais en fait, les structures qui avaient permis à la Chine de se développer, elles étaient présentes depuis Mao et elles n'ont pas cessé en fait avec l'entrée dans l'OMC. Donc, c'est important de comprendre que ce qui fait la réussite de la Chine aujourd'hui, il faut avoir en tête que c'est peut-être pas le capitalisme et c'est important de ne pas attribuer la réussite de la Chine actuelle au capitalisme, parce que ça veut dire qu'on louperait complètement l'originalité de la Chine et ça veut dire aussi qu'on perdrait de vue le fait que nous aussi on peut se développer dans un système alternatif au capitalisme mondialisé dans lequel on est, quoi, et qu'il y a d'autres systèmes qui sont possibles. Et la Chine, elle est en train de nous faire la preuve qu'en fait sortir du capitalisme, c'est pas nécessairement vouer à l'échec, au contraire. Et donc juste pour donner quelques éléments, brosser très rapidement un portrait de ce que c'est la Chine, qui va, je vais un petit peu grossir le trait, mais pour aller vraiment contre ce qu'on voit tout le temps dans la presse, pour justement bien se rendre compte qu'on nous raconte vraiment beaucoup de conneries à la télé. D'abord, en Chine, il faut comprendre que la terre et le sous-sol, c'est collectivisé, c'est les propriétés publiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriété privée de la terre. Tout paysan qui dit « moi je veux produire », on va lui accorder de la terre. Il n'y a pas de BlackRock qui peut débarquer en Chine et acheter le pays. Idem pour le sous-sol. Donc toutes les ressources de la Chine sont des ressources publiques, c'est collectivisé. Toutes les infrastructures en Chine sont nationalisées, des plus petites jusqu'aux plus grandes. L'eau, l'électricité, les routes, le système aérien, les transports publics, les hôpitaux, les écoles. Il n'y a pas d'infrastructure qui ne soit pas collectivisée, nationalisée, qui soit propriété d'État. Ils ont aussi une conception des services publics beaucoup plus étendue que nous. Les services publics, c'est pas juste la sécurité sociale, c'est vraiment une conception extrêmement large du service public. C'est-à-dire que tout ce qui peut être un service public en Chine va tendre à l'être si ça ne l'est pas déjà, en fait. Donc ça va de... si par exemple, moi qui travaille dans le secteur du vieillissement, la prise en charge des personnes âgées, c'est quelque chose d'impressionnant en Chine parce que ils en ont beaucoup avec leur politique de natalité. Et du coup, en fait, les services publics aux personnes âgées, ça va beaucoup plus loin que nous. Ça veut dire c'est la nourriture, c'est le logement, mais ici on a des services publics pour ça, mais c'est jamais payé entièrement, ça reste très cher, alors que là-bas en fait tu n'as que des services publics quand tu es âgé et c'est de qualité donc voilà, ils ont une conception. Et alors par exemple, un des grands objectifs maintenant de la Chine, c'est le développement durable, mais pas en mode green business, greenwashing. Et donc ils sont en train de se rendre compte qu'ils doivent collectiviser aussi un maximum de choses. Bon, il y a les transports publics, mais typiquement, ils se posent des questions. Est-ce que ça vaut la peine que chaque logement ait une machine à laver ? Et alors, ils sont en train de collectiviser et d'augmenter en fait le service public bien plus au-delà de ce qu'on peut, notamment dans cette visée de développement durable. Collectiviser, ça, c'est devenu un vilain mot chez nous, mais c'est simplement le fait de aller planifier à grande échelle, quoi. Ouais. Oui, c'est pas tu vas collectiviser ta femme ou ta brosse à dents, mais parce qu'ils sont aussi très attachés à la propriété privée individuelle.
et à la réussite individuelle, hein, mais par contre c'est vrai qu'ils sont extrêmement attachés à ce qu'il y ait une collectivisation de tout ce qui peut l'être, parce qu'en fait en Chine c'est à l'inverse d'ici. Ici, dès que tu dis collectivisation, t'imagines un truc qui va mal marcher, t'imagines la SNCB, des retards partout. Non, là-bas ça fonctionne extrêmement bien, quoi. Et donc et c'est un objectif. Oui, tout est dans la gouvernance en fait, ouais. Tout est dans la manière dont la collectivité justement s'approprie des services publics, voilà. Enfin, ouais. Clairement, la Belgique n'est pas un exemple avec les intercommunales. Non. Non, donc voilà, donc il y a moyen de faire autrement. Et donc justement, une autre caractéristique de la Chine, c'est cette planification de leur économie et de leur État. Et alors ces planifications à très long terme. Donc par exemple aujourd'hui on est en train de voir en Chine les résultats des planifications de Mao, tu vois, c'est des planifications à plusieurs décennies. Et pas simplement planification, mais mise en œuvre de la planification. Et en fait, la mise en œuvre de la planification en Chine, mais ça mériterait une émission à part entière, mais c'est vraiment un aller-retour entre l'État central et le niveau le plus local. Et du coup, tu peux discuter avec un type qui est accroupi dans la rue et qui vend des boissons sur une table, parce que ça existe encore en Chine dans certaines plus petites localités, et avoir des discussions avec ce type qui parle anglais alors qu'il vit dans un petit village et qui va t'expliquer le fonctionnement de l'État et qui comprend extrêmement bien comment fonctionnent les choses, tout simplement parce qu'il appartient à un collectif de planification où ils vont faire du contrôle et faire remonter ou redescendre. Donc la planification, elle est toujours dans un va-et-vient entre les différents niveaux de pouvoir, parce qu'évidemment, en plus, c'est un territoire énorme, la Chine. On n'imagine pas que la planification puisse fonctionner sur un territoire aussi grand et depuis aussi longtemps s'il n'y avait pas cet aller-retour entre les structures les plus locales et les plus importantes, parce que ce serait un échec, en fait, si c'était pas comme ça que ça marchait. Au niveau local, il y a beaucoup de personnes impliquées dans les processus de décision. Énormément. Et en fait, il faut comprendre que ça marche aussi parce que l'État chinois est un État super puissant. C'est pas comme en Belgique ou en Europe où notre État en fait s'est complètement dépossédé de ses capacités et n'est plus qu'un collecteur d'impôts pour aller refiler l'argent aux multinationales qui vont les mettre dans des paradis fiscaux. En Chine, l'État, c'est réellement un État qui est souverain et qui n'exerce pas que les fonctions régaliennes, qui exerce plein de fonctions et qui a les capacités de ses décisions, quoi. Ça, c'est la tradition séculaire de la Chine, avec une grosse administration. C'est vrai, qui fonctionne extrêmement bien. Et donc, en plus, la particularité de la Chine, c'est qu'au-dessus de cet État super puissant, tu as le Parti communiste. Et c'est ça qui fait qu'ici, on rentre en hystérie quand on parle de la Chine. Parti unique, dictature, machin. Et ce Parti communiste, on ne va pas rentrer dans le détail de ça, mais il faut savoir qu'il est composé de 90 millions d'adhérents. On pourrait dire c'est pas énorme vu la taille de la population chinoise, sauf qu'en fait, être adhérent au parti... Déjà, c'est quand même énorme, je veux dire... nos partis politiques ici aimeraient bien avoir le même ratio d'adhérents, mais en plus, c'est qu'être adhérent au Parti communiste en Chine, c'est pas avoir sa carte pour avoir un poste et faire jouer la mafia. Non. En plus, surtout depuis Xi Jinping, il y a une politique d'éradication de la corruption qui est extrêmement sévère. Là, ils viennent de limoger, par exemple, leur ministre de la Défense sans donner d'explication. On s'imagine que... Donc, ils sont radicaux, radicaux, ils sont sévères dans l'élimination de la corruption. Et donc, un Parti communiste de 90 millions d'adhérents, ça veut dire que les adhérents au PC, c'est pas qu'ils ont leur carte, c'est qu'ils sont militants. C'est-à-dire qu'ils sont actifs dans la construction de leur État et dans l'avancée du pays, etc. Donc 90 millions de personnes en Chine qui sont activement engagées dans ce projet commun. Voilà, ça fait un petit peu, je sors mon livre rouge, mais c'est une réalité en Chine. Il faut savoir par exemple que ce sont les partis communistes en Chine, c'est le Parti communiste en Chine qui permet que des cellules s'installent dans les entreprises étrangères. C'est-à-dire qu'il y a une loi en Chine qui dit que dès que dans une entreprise, il y a 3 membres du Parti communiste qui sont présents, et évidemment ils ne sont pas obligés de se planquer comme dans les autres pays, il y a obligation pour l'entreprise de reconnaître la cellule du Parti communiste. Et la cellule du Parti communiste, ça va faire un travail de contrôle des salaires, d'autorisation des syndicats, d'instauration de la démocratie au sein de l'entreprise. Donc,
tu as aussi, et c'est ça, et notamment parce que tu as ce PC hyper puissant et présent dans les entreprises, eh bien, quelque chose qui est assez fréquent en Chine, les travailleurs sont souvent propriétaires de leurs moyens de production et de l'entreprise. C'est une réalité en Chine, et c'est pour ça aussi qu'il y a cette dimension communiste, c'est que ça reste, même s'il y a du privé, et en fait c'est voilà, tu as toujours les deux, quoi. Donc tu as des propriétaires, t'as des propriétaires privés milliardaires et puis en même temps parfois des structures qui sont propriété des travailleurs. Et puis surtout... Tu veux dire des petites entreprises avec un petit indépendant ou Ah non, parfois même des gros trucs. Ou vraiment... Parfois des gros trucs. Parce qu'en fait la petite entreprise en Chine, elle est plus de l'ordre de la structure familiale. Et donc tu as des plus grosses entreprises qui sont propriétés de leurs travailleurs. Et surtout, le plus important... Donc une coopérative en gros. Voilà, oui, des coopératives. Et alors surtout, dans le cadre de la planification, l'État chinois va définir des objectifs prioritaires pour la Chine. Et ces objectifs prioritaires, ça va être des entreprises d'État qui vont les remplir, qui vont accomplir les tâches. Et donc, il y a je pense que c'est une loi qui interdit au privé de rentrer dans ces secteurs-là. Donc en termes de souveraineté, c'est aussi extrêmement important. Alors ça peut être le secteur militaire, mais par exemple, moi j'ai été beaucoup en Chine parce que mes parents en fait avaient une entreprise ils vendaient des vêtements ici, qu'ils faisaient fabriquer en Chine. Et dans les années 80, l'État chinois définit le secteur du textile comme un secteur prioritaire. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ont développé tout un tas d'entreprises d'État qui vont fabriquer des machines pour fabriquer des vêtements. Ces machines-là, elles sont vendues aux entreprises plus petites à des prix ultra préférentiels. Et en fait, ce qui va faire l'ultra compétitivité des entreprises chinoises sur le secteur mondial, c'est pas qu'ils exploitent à mort leur main-d'œuvre, c'est qu'ils ont accès à des intrants à des prix extraordinaires. Et du coup, mes parents, ils ont vu, au début, ils achetaient des vêtements traditionnels, c'était plus de l'artisanat et des déguisements, mais ils en sont venus petit à petit à acheter des vêtements de très grande qualité qui vendaient super cher. Et donc, mais parce que les travailleurs avaient été formés par l'État, parce que dans les entreprises on trouvait des filatures, on trouvait des machines, on trouvait ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour fabriquer des vêtements aussi bons que ce que faisaient les pays les plus avancés, et tout ça payé par l'État, financé, très largement financé par l'État dans le cadre de grands plans de grande planification, quoi, tu vois. Donc c'est comme ça que fonctionne un peu la Chine. Par ailleurs, il y a un contrôle des prix, donc des intrants des plus petites entreprises, mais tu as aussi le contrôle des prix de l'alimentation, parce qu'un des deals en fait avec les travailleurs agricoles, enfin les paysans, c'est qu'il y a une obligation pour les paysans de vendre une partie de leur récolte à l'État qui lui le revend aux villes. Du coup, ça veut dire que quand tu as des mauvaises conditions climatiques, les paysans ont un revenu garanti, et à l'inverse, dans les villes, on crève jamais de faim non plus, parce qu'il y a... Tu vois, donc il y a un contrôle, mais c'est pas que les prix de l'aliment, il y a vraiment un contrôle des prix en règle générale, pas de tous les prix, mais de ce qui est considéré comme stratégique pour l'État, ça va être contrôlé. Donc ça c'est vraiment une caractéristique importante. Alors je vais en citer encore 2-3, mais les grandes banques chinoises sont des banques d'État, ça veut dire que l'État chinois contrôle sa monnaie. Ici on n'a plus aucun contrôle sur l'euro, les pays ils ont complètement perdu leur souveraineté sur leur monnaie en Europe. En Chine, la souveraineté elle est garantie par l'État, les taux d'intérêt sont administrés, etc. Donc ça veut dire que pour l'investissement c'est quelque chose d'important. Et puis aussi il y a un contrôle des capitaux, c'est-à-dire que les Chinois qui vont investir à l'étranger vont être contrôlés par l'État pour pas qu'ils fassent n'importe quoi à l'extérieur, et c'est important dans le cadre de la construction des BRICS. Ça veut dire que évidemment il y en a qui font n'importe quoi, mais en général et surtout maintenant dans le cadre de la lutte contre la corruption, ils sont en train de serrer la vis de plus en plus pour que ça n'arrive pas. Et surtout il y a une très très forte surveillance des entreprises étrangères qui s'installent en Chine. Donc ça, ils font pas n'importe quoi, et ils garantissent les salaires, etc., etc. Donc voilà, c'est un État qui oscille entre des dimensions ultra-capitalistes pour certains aspects et ultra-collectivistes, communistes pour certains d'autres. C'est un système complètement hybride, et c'est vraiment important de ne pas se tromper là-dessus, parce que vraiment, il ne faudrait pas attribuer la réussite actuelle de la Chine
tant au secteur économique que dans le secteur diplomatique, des relations internationales, etc., il ne faudrait pas attribuer ça à un système sclérosé qu'est le capitalisme et en fait qui lui nous mène à la guerre, alors que justement ce qu'est en train de construire la Chine, c'est autre chose que ça. Oui, et il y a aussi le fait, tu m'en avais parlé dans les interviews préparatoires, qu'il s'oppose à la dérive, à la financiarisation en fait. Oui. C'est la dérive néolibérale qu'on connaît en Europe dans l'Occident depuis 50 ans. C'est vrai. Qui contrôle un peu, En fait, je l'avais dit, il y a une manière de résumer comment ça fonctionne en Chine, c'est que le pouvoir économique en Chine n'a pas le pouvoir politique. Et en fait, la crise de 2008, je l'ai dit tout à l'heure, elle est aussi le résultat du fait que les capitalistes n'arrivent plus à investir dans l'économie réelle parce que ça ne rapporte pas assez de profit. Et en fait, ce qui se passe en Chine, c'est qu'il y a garantie par l'État que l'investissement dans l'économie réelle va se faire. Et du coup, il y a un contrôle effectivement de la financiarisation parce que, par exemple, il y a des entreprises privées, mais elles ne vont pas pouvoir investir où elles veulent. Et donc on crie à la dictature, mais en fait c'est l'État qui dit non. L'argent qui est produit ici, il va être investi dans l'économie et pas dans des trucs boursiers complètement hystériques. Ça vous allez le faire ailleurs si vous voulez, mais en Chine, on investit dans l'économie réelle. Il y a un petit peu, on investit un petit peu dans la bourse, il y a des ouvertures, je suis en train de grossir le trait, mais en tout cas... Oui, la bourse de Shanghai. Et donc tu disais... De Hong Kong surtout en fait. Pardon ? De Hong Kong, c'est surtout à Hong Kong que les aspects boursiers ont lieu. Mais, ouais. Un petit mot de la fin alors peut-être Un petit mot de la fin, mais moi je trouve qu'on vit des moments extraordinaires, mais vraiment extraordinaires. Je suis hyper contente de vivre ce premier quart du 21e siècle parce qu'on est en train de voir des transformations... comme c'est Xi Jinping qui le disait à Poutine quand il avait été le voir, il disait on est en train de vivre des choses qu'on n'a pas vécues depuis 100 ans. Je pense qu'il a raison, je pense que dans 10 ans, on reverra cette vidéo, on se dira tiens, qu'est-ce que ça a changé quoi. Enfin, j'espère que dans 10 ans, voilà, il faut juste pas que l'Occident devienne trop taré, mais moi je trouve qu'on vit des périodes extraordinaires et si l'Occident sait avoir si l'élite occidentale peut avoir la mesure de comprendre que ce serait bien de passer le relais, en espérant qu'ils y arrivent à un moment. Pas forcément de passer le relais, mais prendre le train en marche éventuellement, donc... oui. Passer le relais à ceux qui ont la capacité, je veux dire... Déjà, aussi. pour boucler la boucle, arrêtez de penser que nous sommes les bonnes démocraties qui vont tout inventer et qui avons la civilisation et que les autres, ce sont des pauvres ignares qui ne comprennent rien à ce que c'est la vraie... société. La dernière fois que je suis allée en Chine, pourtant ça date, c'était il y a 20 ans quand même, je me suis sentie moi la barbare, parce que je suis rentrée dans des toilettes et j'ai pas compris comment fonctionnaient les toilettes, et c'était il y a 20 ans. C'est ce truc. Ok, donc... Alors les taxis volants... Ce sera donc le mot de la fin. Donc, on va arrêter là. Alors, on a évoqué beaucoup de sujets qui vont tout à fait à l'encontre de ce que l'on dit dans les médias. Pour lesquels on n'est pas forcément d'accord. Moi, par exemple, je veux dire. Donc, on attend vraiment vos commentaires dans la vidéo, puisque le but ici, c'est d'enrichir le débat, c'est d'avoir une autre vision du monde, de la Chine, de l'axe de la résistance, voilà. Donc, merci beaucoup pour ta contribution et on espère vous retrouver bientôt alors. Dans un an. Toi, peut-être dans un an, d'accord.